Salut à tous les vetters, c'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Quant au département de l'énergie, il n'existe tout simplement pas parce qu'ils ne veulent pas que les gens posent des questions pour le voir. Ils ne souhaitent pas que quiconque puisse y avoir accès. Mais cet homme, lui, l'a fait. Il s'est rendu sur place, a pris des clichés et a demandé au sénateur Red et à d'autres personnalités de reconnaître son existence et de permettre aux gens de le visiter. Sa vidéo personnelle est disponible ici. Je l'ai. C'est une super histoire. Tu n'es pas en train de dire que le sol s'est ouvert. Non, ce que je dis, c'est qu'il est assis là à observer. Un espace interdimensionnel. Une porte s'est ouverte avec de la lumière derrière et il l'a vu et il te l'a raconté. Oui. Très bien, Vetters. Mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Très bien, Vetters. Alors d'abord, avant de commencer, je voulais juste dire, si vous entendez du bruit de fond, je m'en excuse. Il y a, figurez-vous, une véritable fête qui passe en plein juste devant mon studio sur la place principale de la ville où je réside, ici en Espagne. Ils célèbrent ça, les carnavals. Si jamais vous en avez déjà entendu parler, c'est juste une grande fête tous les soirs. En fait, c'est un peu ce qui se passe. Bref, vous savez, je vous présente mes excuses. Alors, je vais faire de mon mieux pour que vous n'entendiez rien. Et si vous n'entendez rien, tant mieux. Si vous le faites, maintenant, vous savez ce qui se passe. Très bien. Alors, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, elle aborde de nombreux sujets. Dans le tout dernier épisode de l'émission Weaponized, Jeremy Corbell et George Knapp ont discuté d'une personne nommée Jerry Freeman. Et en gros, son histoire se déroule comme suit. Le 22 avril 1997, Jerry Freeman a entrepris une randonnée de 7 jours et 100 miles à travers le site d'essai du Nevada et dans une propriété de l'armée de l'air très restreinte à la recherche d'une inscription datant de 1849. Il ne cherchait pas d'ovni. Il était à la recherche de preuves du paysage des pionniers qui avaient voyagé à travers cette région pendant la Grande Ruée vers l'or de 1849. Il a trouvé les preuves qu'il cherchait, mais il a également découvert des éléments qu'il ne recherchait pas. Et d'après George Knapp et Jerry Freeman, en personne, il aurait pu voir un portail s'ouvrir vers une autre dimension, juste devant lui, dans une zone que nous connaissons tous trop bien, près de laquelle il se trouvait, la zone 51. Plus précisément, le lac Papoose, l'endroit même dont Bob Lazar avait parlé. Alors, entrons dans le vif du sujet. Maintenant, je dois dire qu'à la toute fin de cette vidéo, il y a quelque chose, des commentaires que George Knapp a fait à propos de Bob Lazar que vous voudrez absolument entendre concernant sa participation ou non à de prochaines auditions du Congrès sur les ovnis. Et je pense que sa réponse pourrait bien vous surprendre. Mais d'abord, parlons de Jerry Freeman ici et de ce que Jeremy et George avaient à dire à son sujet. Il y a autre chose à dire sur Jerry Freeman. J'ai en ma possession l'enregistrement audio. L'audio où il décrit, car il a appelé l'émission Coast to Coast à un certain moment. Il y décrit le grondement de la Terre et l'ouverture de cette porte de lumière. Et si c'est pertinent, je pense que nous devrions l'intégrer, insérer cet enregistrement audio dans cet épisode parce que c'était vraiment percutant d'entendre non pas un spécialiste des ovnis qui a fini par mourir du cancer, prétendument à cause de son exposition sur tous les sites de test, mais tu sais, en fait, et tu as toutes ces photos et ces notes, et j'ai examiné toute cette boîte chez toi. C'était absolument spectaculaire. Alors, mention spéciale à Jerry Freeman. Reposez en paix. Sans décrire spécifiquement ce qu'il y a sur les photographies. C'est une magnifique et très nette photographie du lac Papoose, prise en plein jour. Pendant la journée, je me suis approché à moins d'1 kilomètre du lit du lac et j'avais une puissante paire de jumelles. Oui, ça ressemblait à un lit de lac asséché pour moi, rien d'autre. Eh bien, c'est exactement ce que c'est. Cette nuit-là, ce fut une toute autre histoire. Bon, il y a encore beaucoup d'autres extraits, alors restez bien avec moi, s'il vous plaît. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire et triste en même temps, c'est que, vous savez, il est parti à l'aventure et clairement, il a enfreint certaines lois, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il a vu des choses qu'il n'aurait absolument pas dû voir, n'est-ce pas? Il a même pris des photos qu'il n'aurait jamais dû obtenir. Et pendant cette période, il a, en quelque sorte, vous savez, contracté le mal des radiations, essentiellement parce qu'il se trouvait là-bas sur ces sites d'essai du Nevada où, vous savez, il testait des armes atomiques, n'est-ce pas? Alors, c'est triste qu'il ait fini par décéder d'un cancer à cause de tout cela. Et vous savez, c'est profondément perturbant, pour être honnête avec vous. Ce n'est vraiment pas une bonne façon de partir.
Alors, vous savez, toutes mes pensées vont vers lui et sa famille, c'est absolument certain. Ce n'est vraiment pas la façon dont on aimerait quitter ce monde. Mais il nous a laissé une histoire absolument incroyable et tout à fait mémorable. Alors, il venait de l'autre direction. Et cela est soi-disant avant que S4 ne soit construit. Eh bien, les 49ers ont répondu présent avant cela, mais ils... C'est exact. Était-ce sur place quand S4 était opérationnel? Il a fait ce qu'il devait faire quand ça fonctionnait. Il a fait cela environ 2 ans après que l'histoire de Bob ait été rendue publique, mais il n'avait absolument aucune connaissance de tout ce qui concernait les ovnis. Cet homme, un archéologue de profession, s'appelle Jerry Freeman et il a eu une idée bien précise en tête. Il souhaitait retracer l'histoire de ces fameux 49ers, c'est-à-dire ces groupes de colons et de pionniers qui ont traversé l'ensemble du pays, précisément en 1849, dans le but d'atteindre les riches champs aurifères de Californie. Alors, il y a eu une idée unique. Il a infiltré le site d'essai du Nevada par le sud et l'ouest et l'a traversé entièrement. Il s'y est faufilé, évitant la sécurité. Il savait qu'il était en infraction, mais il voyageait la nuit et se cachait sous les rochers et dans les grottes le jour. Il a réussi à atteindre le lac Papoose tout en haut. Cela s'est passé en... Vous savez, l'histoire se déroule en 1997, donc c'est bien après que l'affaire Bob Lazar ait été rendue publique. Ce type n'a aucune connaissance de Bob Lazar. Il ne s'y connaît pas en soucoupe volante. Ça ne l'intéresse absolument pas. Mais il a voyagé jusqu'au lac Papoose. Et dans son récit, et j'ai hérité de beaucoup de ses dossiers, il raconte qu'il était dehors la nuit près de Papoose. Et tout d'un coup, de nulle part, une porte s'est ouverte. Je veux dire, juste une porte dans l'espace, une lumière bleutée qui a ouvert un passage vers on ne sait d'où, et puis pouf, elle a disparu. Ce gars n'avait aucune idée des soucoupes volantes, de Bob Lazar, de John Lear, de tout ça. Mais ça, c'est l'histoire qu'il a racontée. Malheureusement, en traversant le site d'essai du Nevada, il a rencontré des poches de radiation, a contracté un cancer et est mort. Néanmoins, beaucoup de ses dossiers, beaucoup de ses séquences, sa vidéo personnelle... Il est là. J'ai compris. C'est une super histoire. C'est une super histoire, vous savez. Triste, honnêtement, la façon dont ça s'est terminé, mais maintenant, il est question de... George affirme en quelque sorte que c'est environ 2 ans après le coming out de Bob. C'est clairement près de 10 ans après que Bob a fait son coming out à la fin des années 80. Ce type est parti en 1987, donc ça fait presque 10 ans. Il est tout à fait possible qu'il en ait entendu parler. Je veux dire, c'était une histoire mondiale. C'est un peu le point dont les gens parlent avec Bob Lazar et la zone 51 et tout ça qui est sorti, n'est-ce pas? C'est que c'était mondial. Ça a été couvert. Alors, je ne sais pas, mais il a probablement dit, vous savez, je crois qu'il a dit que c'est exactement ce que George sous-entend. Il a affirmé n'avoir jamais entendu parler de toutes ces choses quand il s'est rendu là-bas. Je ne sais pas si ça nuit à l'histoire ou non, pour être honnête, s'il l'a entendu ou pas. Je veux dire, il a soit vu quelque chose, soit il n'a rien vu. Peu importe ce qu'il savait avant, n'est-ce pas? Je pense que souvent, les gens essaient de dire du genre « Ce n'est pas un fan d'OVNI, ce n'est pas ceci, pas cela. » Vous savez, pour que ça paraisse plus crédible s'il parle de quelque chose d'extraordinaire. Mais je me dis toujours que ça ne m'importe pas vraiment que vous soyez intéressé par les OVNI ou non, ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Les preuves parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Et il est évident que ce type est allé là-bas et a fait ça. Ça, c'est une certitude absolue. Maintenant, qu'il ait réellement vu quelque chose ou qu'il y ait la moindre preuve de l'ouverture de ce portail, ça, vous savez, c'est une toute autre partie de l'histoire. Et rien n'a été révélé avec ce genre de preuves. Juste lui qui racontait cette histoire de portail que je n'ai vraiment pas pu retrouver de cette façon absolument identique à celle que George décrit. Vous savez, la façon dont Jerry l'a décrit. Donc, c'est un peu différent, ce qui est intéressant. Mais clairement, ils ont eu des conversations. Et vous savez, ce qui est aussi intéressant, c'est que George devait initialement couvrir l'histoire, mais il n'était pas là. Donc, quelqu'un d'autre a dû la couvrir pour Las Vegas. Mais je ne sais pas. C'est vraiment très intéressant. Je veux dire, il avait un livre qui s'apprêtait à publier à ce sujet, donc il cherchait peut-être à faire de la promo. Je ne sais pas, mais il est bien parti pour cette expédition et il est allé là où il n'aurait pas dû aller et il a pris des photos du lac Papoose que personne n'avait jamais vues. N'est-ce pas? Maintenant, je vais mettre un lien ci-dessous vers en gros un PDF qui a été créé à partir d'extraits de son journal de bord, de son voyage pendant les 7 jours parce que genre, il a eu du mal, vous savez, sous le soleil. Il a manqué d'eau, vous savez, il aurait pu délirer, peut-être voir certaines de ces choses. Je ne sais pas. Je suis allé à la zone 51. J'y ai conduit et je l'ai vu. Il fait chaud. C'est le désert, n'est-ce pas? Si tu manques d'eau en faisant un trek de 7 jours, ce n'est pas bon. Surtout qu'il est parti en avril et il est allé jusqu'en mai. Je veux dire, ce n'est pas une bonne chose, mais vous savez, il y est allé pour d'autres raisons et il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire.
L'arche, hein, l'énorme arche de pierre que l'on voit sur cette photographie n'existe pas, dit-il. Le département de l'énergie l'a décrété ainsi. Pourquoi? Parce que vous et moi pourrions vouloir la voir et qu'elle se trouve à un jet de pierre de Yucca Mountain qui a été désigné comme le site de stockage nucléaire. Donc, en fait, il demandait au sénateur Reid de dire « Écoutez, cette arche de pierre est bien là. » Le département de l'énergie ne veut pas l'admettre, car les gens voudraient le voir, et c'est un crime de ne pas permettre aux gens de le voir. Pour le département de l'énergie, ça n'existe pas, car ils ne veulent pas que les gens demandent à le voir. Ils ne veulent pas que les gens puissent y avoir accès. Ce gars l'a fait, il est allé sur place, en a pris des photos, et a demandé au sénateur Reid et à d'autres de reconnaître son existence et de permettre aux gens d'y accéder. Et c'est son arche d'alliance. C'est pour ça qu'il y est allé. Il a trouvé cette gravure de 1849 dans des roches adjacentes au lac Papoose. Et c'était un type très courageux et engagé. Et c'est plutôt culotté. Le gars aurait pu être arrêté, jeté en prison. Je pense qu'il y avait des gens qui voulaient le jeter en prison après qu'il ait avoué son histoire où il avait pénétré illégalement parce qu'il était assez clair qu'en fait, il avait été là-bas. Alors, cette partie de l'histoire est très intéressante, cette arche, n'est-ce pas, que le département de l'énergie prétend ne pas exister. Ces choses n'existent pas. Mais il en a clairement une photo, n'est-ce pas? Maintenant, ils ne disent pas que c'est là que le portail s'est ouvert, mais qu'est-ce que c'est que cette petite ouverture en forme d'arche, n'est-ce pas? Et pourquoi essayerait-on de cacher ça? On ne veut pas que les gens aillent là-bas et voient ça, ou qu'ils passent à travers, ou... Je ne sais pas. Cette partie est encore un peu un mystère, pour être honnête avec vous. Mais vous savez, clairement, George a tous ses fauteuils, ses dossiers, tout. Vous savez, je me demande à qui tout ça va être transmis finalement, n'est-ce pas? Genre, je suppose que ça ira à Jeremy Corbell ou qui sait, je ne sais pas. Mais beaucoup de ces choses, mec, j'aimerais vraiment que ça sorte. Vous savez, mettons ça sur la table. Voyons un peu ce qui se passe. Mais c'est très intéressant. Vraiment très intéressant, c'est sûr. 2 ans après l'histoire de Bob, mais comment a-t-il bien pu atterrir sur cette terre sans se faire? Il venait du côté de l'ouest. Et ils ne l'ont pas arrêté? Pas le capteur? Pas de détection? C'est une installation gigantesque et il s'est faufilé à l'intérieur. Il voyageait la nuit et il se cachait sous les rochers et dans les grottes. Oh, il savait qu'il ne devrait pas être là. Exactement. Oh non, il savait qu'il n'avait pas le droit d'être là. Non mais merde, il n'était pas au courant que S4 devait chercher ce putain de trou dans le flanc de la montagne? Il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas. Il cherchait les pierres. Cette gravure là-bas dont il a pris la photo, c'était ça. C'était le gros lot pour lui. Mais pendant qu'il se cachait, la porte s'est ouverte. Non, mais c'est pas vrai. Il a dit qu'il a vu la porte s'ouvrir. Et il ne connaît pas cette mer. Non, mais c'est pas possible. Et il est mort à cause des radiations. Oui, parce qu'il est assis là-bas, dans l'obscurité. Bordel de merde. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Et de la lumière dedans et une porte s'ouvre sur le flanc de la montagne. C'est là que Bob... Une porte. Pas sur le flanc de la montagne. Non, en plein milieu du désert, là où il n'y a absolument rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de flanc de montagne. Elle s'ouvre dans l'obscurité la plus complète, au beau milieu du désert. Oh, tu es en train de dire que le sol s'est ouvert. Que je disais, il est assis ici à de regarder. créer un espace interdimensionnel. Une porte s'est ouverte avec de la lumière derrière elle. Oui. Et il l'a vu et il t'a dit ça. Oui, oui. Et il... d'accord. Mais il est venu te parler parce qu'il savait que c'était ton domaine de venu me voir, prédilection. mais Mais il ne savait pas l'histoire. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait quand je n'étais pas là, mais... Alors, il se passe des choses incroyables à S4 qui dépassent notre imagination. Et ce gosse, comme je l'ai dit, il n'avait rien à voir avec les ovnis. C'était une aventure complètement différente. Dreamlands. Donc, une grande partie de cette histoire, c'est aussi que, je veux dire, ils essaient clairement de laisser entendre, et c'est très bien, que cela vient en quelque sorte appuyer le récit de Bob Lazar, n'est-ce pas? Cela, en quelque sorte, confirme certains des détails que Bob Lazar avait révélés, vous savez, à propos de S4, Papoose Lake, la zone 51, n'est-ce pas? Certaines de ces choses. Et qu'il se passe des choses extraordinaires là-bas, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas trop. C'est un peu... chacun devra décider ça par soi-même. Vous savez, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que ça aide l'histoire de Bob Lazar, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons aborder la partie où George Knapp nous dira si Bob Lazar va témoigner prochainement ou non. Mais avant d'en arriver là, voici un court extrait de Jerry Freeman qui parlait sur Art Bell et qu'ils ont aussi partagé sur Weaponize. Pour moi, ça ressemblait à un lit de lac asséché, rien de plus. Mais la nuit, c'était une toute autre histoire. Je pouvais clairement distinguer ce qui semblait être des lumières de sécurité
sur les périmètres et je pouvais voir des lumières qui s'ouvraient et se refermaient près du centre du lac. J'ai senti des vibrations. Oh, je savais que je ne l'imaginais pas car il y avait des ruisselets de sable qui descendaient juste de l'autre côté de ce petit ravin et je pouvais les voir. Et j'ai pensé, eh bien tiens, un tremblement de terre. Puis j'ai réalisé, non, ce n'est pas un tremblement de terre. Ça a continué et continué pendant près de 2 minutes. C'est quelque chose qu'il teste, soit directement tout terre, soit je ressentais des vibrations qui venaient entièrement de Groom Lake. Je ne sais pas. Je pense que s'il m'avait attrapé là-dedans, il m'aurait allumé comme une chandelle romaine. Cet épisode est disponible, vous pouvez le retrouver. C'est très intéressant, n'est-ce pas, d'entendre Jerry Freeman en parler. Et clairement, il aussi n'était pas décédé. Nous pourrions obtenir davantage de détails à ce sujet, mais c'est une histoire vraiment fascinante. Et vous savez, il n'y a pas énormément d'informations disponibles à ce sujet. Clairement, George en a le plus sur ce type et son histoire, n'est-ce pas, avec ce portail, cette arche, ces photographies, cette vidéo amateur. Quoi, ce qu'il y a là-dedans, je ne sais pas. Pas vrai. J'adorerais vraiment voir des extraits de ces vidéos personnelles de Jerry Freeman, c'est sûr. Donc, ça se montre quoi que ce soit de tout ça, clairement, si c'était le cas, ce serait probablement, vous savez, déjà public ou on en parlerait, n'est-ce pas? Alors, quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de Jerry Freeman et en avez-vous déjà entendu parler? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont dire, oui, bien sûr que j'en ai entendu parler, Patrick. Qu'est-ce que tu racontes? Et j'en ai entendu parler aussi. Je n'étais tout simplement pas au courant de certaines de ces autres choses dont il parle, n'est-ce pas? Cette information que George avait cette vidéo personnelle et tout ça. Donc, bref, passons maintenant à George Knapp, qui parle de Bob Lazar et de la question de savoir s'il va témoigner prochainement. Et George a même donné quelques conseils à Bob Lazar. Et je pense que vous allez être étonné par ce que sera ce conseil. Moi, la première fois qu'on m'a sollicité pour lui demander s'il accepterait de le faire, c'était il y a peut-être 5 ans. Et ma réaction initiale, j'avais des réserves, des doutes, mais je lui ai quand même posé la question et peut-être que je l'orientais un peu dans cette direction et il m'a répondu « Oui, si tu penses que c'est une bonne idée, alors oui. » Et après un certain temps, après y avoir bien réfléchi, je suis désolé et les gens vont m'en vouloir pour ça, mais je lui ai conseillé de ne pas le faire. Écoutez, il a raconté son histoire. Il ne doit absolument rien à l'ufologie. Il a été traîné dans la boue pendant plus de 30 ans par ce sujet et tous les principaux acteurs qui y sont impliqués. Ce n'est pas comme s'il avait besoin de validation des gens des ovnis et on le voit apparaître sur cette scène à Austin. Toutes les mêmes conneries sont remises sur le tapis encore et encore et, vous savez, je pense que ça devient assez lassant à ce stade. Je me souviens l'avoir interviewé ici à Las Vegas, peut-être en 2016 ou quelque part par là. Il est venu en ville et, tu sais, il a terminé l'interview en disant ceci. Les gens qui ne vous croient pas et doutent de votre histoire, parfait, c'est bien. Mon conseil, c'est de le faire circuler. Dites à tous ceux que vous connaissez que vous n'y croyez pas, que ce n'est pas vrai, et laissez-moi tranquille. Vous savez, alors, je ne pense pas que ça aurait été une bonne idée qu'il témoigne. Ça aurait été un moment assez dramatique, mais l'histoire a été racontée, vous savez. Et les attaques contre sa crédibilité recommenceraient de nouveau. Je ne pensais pas que ce serait une bonne idée pour lui. Alors, regardez, ça ne va probablement pas rendre beaucoup de gens heureux. J'ai un peu mes propres idées là-dessus, mais vous savez, ils ont aussi clairement une relation qui dure depuis plus de 30 ans, n'est-ce pas? Oh, alors, je comprends. Vous voyez, il y a une amitié là, une amitié que je n'ai pas, une connexion que je n'ai pas. Mais si l'on se contente de si je me mets à l'écart et que je prends du recul pour observer l'ufologie dans son ensemble, ainsi que les affirmations faites par Bob, je pense qu'il devrait témoigner. N'est-ce pas? Cette idée qu'il n'a aucune dette envers l'ufologie, eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec l'ufologie. N'est-ce pas? Il s'agit de la vérité pour l'humanité. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est sorti et qu'il a parlé de toutes ces choses. N'est-ce pas? Être à l'avant-garde de la technologie, n'est-ce pas? Ce qui était tout l'intérêt de Bob là-dedans, pas les ovnis ou les extraterrestres comme il l'a affirmé précédemment. Il s'agit de la technologie. Donc, je pense que la raison pour laquelle les gens connaissent même Bob Lazar, c'est à cause de l'histoire qu'il a racontée. Donc, je pense qu'il devrait témoigner devant une audience du Congrès. Mais au final, c'est son choix et je comprends pourquoi George lui donnerait ce conseil, n'est-ce pas? Ça ne servira à rien. Il va juste se faire attaquer. Vous savez, il va se faire attaquer de toute façon, n'est-ce pas?
c'est comme autant le faire. Donc, je ne sais pas. Et Jérémy, après coup, intervient un peu et dit, écoute, tu sais, peut-être qu'un jour, il témoignera. Et ceci et cela, et les choses changeront. Et d'après ce que j'ai pu voir, Jérémy a une vision un peu différente de la chose. Vous savez, Bob le fait, pour être honnête. Bob demande à George, « Hey, si je pense que je devrais témoigner, je le ferai. » N'est-ce pas? Donc, il est clairement prêt à le faire. Il reçoit juste des avis contradictoires de personnes en qui il a confiance, certains lui disant de ne pas le faire et d'autres de le faire. Alors, il est un peu comme, je ne sais pas, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. C'est très intéressant. J'espère qu'il le fera, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est même nécessaire à ce stade. Je veux dire, à mon avis, Bob est, entre guillemets, le lanceur d'alerte parfait. Si tout ce que Bob a dit est vrai, c'est le lanceur d'alerte parfait. Je sais pas, c'est absolument chaque élément, chaque aspect de ce qu'on considère comme le scénario typique. Vous savez, l'histoire classique de dissimulation d'OVNI. Pas vrai? Base secrète, OVNI, extraterrestre, de la rétro-ingénierie, des composants archéologiques à cette, vous savez, nouvelle technologie, l'élément 115, pas vrai? Il se passe énormément de choses là-dedans, n'est-ce pas? Ça a toutes les caractéristiques de la parfaite histoire et du parfait camouflage, pas vrai? Alors, je ne sais pas trop. Une fois de plus, faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Maintenant, la raison pour laquelle tant de gens parlent de Bob Lazar en ce moment précis, c'est parce que récemment, à Austin, au Texas, Chris Ramsey et Jesse Michaels ont tous deux présenté un spectacle en direct. Ils l'ont intitulé « C'est probablement rien », n'est-ce pas? C'est un peu une façon ironique de dire « Oh, ça arrive, ce n'est probablement rien », n'est-ce pas? Ironiquement, de la même façon que j'utilise Bombshell. Si jamais je faisais un spectacle en direct, je l'appellerais Bombshell. Ils n'ont pas reçu de haine pour avoir utilisé It's Probably Nothing. Mais moi, je reçois énormément de critiques pour avoir employé Bombshell ironiquement. Enfin, je pense que c'est peut-être juste parce que je l'utilise très souvent. Je crois que c'est ça. Mais aussi, les gens adorent le détester et je pense que peu importe ce que je fais, ils vont me critiquer, n'est-ce pas? Même quand je ne dis pas Bombshell, ils disent B. Peu importe ce que je fais, ça va juste arriver. C'est mon point de vue avec Bob, c'est de juste le dire. C'est la raison pour laquelle je continue à faire ce que je fais. Quoi qu'il arrive, la haine se dirigera vers moi, peu importe ce que je fasse. Alors, autant rester moi-même et faire de mon mieux, n'est-ce pas? Donc, bref, mais à ce spectacle en direct à Austin, Texas, ils avaient des invités spéciaux. L'un d'eux était Bob Lazar, comme vous pouvez le voir juste ici. Il est sorti et a fait une apparition publique qu'il n'avait pas faite depuis longtemps. Et ils ont en fait montré la bande-annonce du nouveau documentaire sur Bob Lazar qui va sortir. Maintenant, j'ai une vidéo que Chris Ramsey a publiée sur Twitter du moment où Bob est sorti sur scène et où les gens sont devenus fous, hystériques et, vous savez, déchaînés, n'est-ce pas? Oh, alors c'est vraiment quelque chose de très sympa. Veuillez accueillir le réalisateur d'Esther, The Bob Lazar Story, Luigi Venatelli et Bob Lazar. Je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement surréaliste que je veux juste me taire et écouter. Juste un instant. Je t'aime, mon ami. Je pense que vous le croyez ou non, je peux comprendre l'idée générale. Non, genre, ah oui, d'accord. Et c'est comme si, oui, il a été attaqué, mais il est aussi clairement aimé dans la communauté aussi. Non, donc il ne donne pas toujours, je ne sais pas s'il donne assez de crédit, ou si les gens autour de lui donnent assez de crédit à la communauté qui l'aime, le soutient et le mettent en avant. Vous savez, parce que, encore une fois, il reçoit de la haine, mais il reçoit aussi clairement beaucoup d'amour. Alors il pourrait, tu sais, le faire pour les gens qui le respectent, l'aiment et croient en son histoire. Va témoigner pour eux. Va témoigner pour tous les gens, Bob, si jamais tu vois ça, ce qui est peu probable, mais va témoigner pour tous les gens qui t'ont acclamé là-bas à Austin. Et tu sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Pas vrai. Et ignore les détracteurs. Pas vrai? Si votre histoire est vraie, allez la raconter sous serment. Vous savez, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai mis en ligne une bande-annonce de fans que j'avais moi-même réalisée, vous savez, à propos de Bob Lazar. Et j'ai mes propres, vous savez, opinions bien arrêtées sur Bob Lazar, c'est une certitude. Mais juste pour le plaisir, j'ai publié cette bande-annonce de fans hier et les gens étaient vraiment très, très confus quant à sa nature exacte. Tu sais, c'est la bande-annonce d'un nouveau film qui sortira bientôt. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de l'IA, tu sais, ce n'est en fait ni l'un ni l'autre. J'ai mis la bande-annonce de fan au tout début pour dire, je pense que certaines personnes ne savaient tout simplement pas ce qu'était une bande-annonce de fan. Certaines personnes, même sur mon Discord, me demandaient si j'avais filmé ça. Je n'ai rien filmé de tout ça. Donc, si vous n'avez pas vu cette bande-annonce de fan, allez la voir. En gros, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un clip musical sorti par ce gars appelé One Night in Paris. Tellement étrange, ce clip musical.
Et je suppose qu'ils sont allés filmer, ils ont engagé ce gars qui ressemblait à Bob Lazar et ils ont filmé toutes ces scènes. Franchement, c'est bien fait. Ce n'est pas de l'IA. Ils ont clairement utilisé des images de synthèse, mais c'était il y a environ 5 ans. Et j'ai en fait pris ces séquences et vous savez, j'ai ajouté ma propre musique, ma propre partition, ma propre conception sonore. Je suis allé y mettre des effets sonores, des titres. Tu sais, tout ça. Je l'ai monté différemment et j'ai juste créé ma propre bande-annonce de fans pour l'histoire de Bob Lazar. Je trouvais ça vraiment fascinant, honnêtement. Je me suis dit, oh là là, c'est pour un clip vidéo, n'est-ce pas? Genre, qu'est-ce qu'il y a dans la musique qui est comme, ça ne semble pas vraiment correspondre? Exactement, tu sais. Mais peu importe. Donc, c'est ce que c'était, en fait. Mais il y a un tout nouveau documentaire qui va sortir appelé S4 avec ce gars nommé Luigi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Contact in the Desert et avec qui j'ai en fait passé pas mal de temps juste en tête à discuter. Et il m'a beaucoup parlé de ce documentaire qui sort. Alors, je pense que peu importe votre avis, vous savez, vous devriez regarder ce documentaire qui sort, car Luigi semblait être un type vraiment, vraiment bien. Très dévoué, il veut juste raconter l'histoire de Bob et laisser les gens décider. Je peux respecter ça, n'est-ce pas? Et il met énormément de travail et d'efforts dans ce film. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Ça vient aussi avec une expérience de réalité virtuelle et j'ai en fait eu un petit avant-goût, vous savez, un avant-goût. Oui, un petit aperçu à Contact in the Desert l'année dernière de, vous savez, une reconstitution, vous savez, du modèle sportif d'OVNI que Bob a vu. Alors, c'était vraiment génial, mais ça n'a pas été commercialisé. Et quelques-uns d'entre nous là, à Contact ont pu l'expérimenter avant tout le monde. Il se promenait, Luigi se promenait avec ce casque, laissant les gens l'essayer et le voir. Et j'ai pu le regarder moi-même et j'ai été émerveillé par ça. J'ai fait, wow, le détail là-dessus est incroyable. Alors, oui. Jérémy n'a jamais vu ça auparavant. Il en a déjà vu un, c'est certain. Celui-ci, c'est la version qui a été améliorée. Compris. Attends un peu, mon frère. Frère, j'ai tellement hâte. Attends un peu, putain. Oh mon Dieu. J'ai trop hâte, mec. C'est mortel. Voir ton visage, c'était comme... Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu le modèle sport depuis des années. Vous savez, oui, c'est une perspective complètement nouvelle. C'est comme, on y voit des dimensions. C'est vraiment immersif, oui, oui. Oh mon Dieu, mec. Écoute, je suis pour que ça sorte. Je soutiens vraiment ceux qui s'investissent dans des projets comme ça. Ils veulent juste te raconter une histoire, tu décides par toi-même. Pas de problème. Si ce n'est que ça, c'est un excellent divertissement, pour être honnête avec vous. L'histoire de Bob est aussi un excellent divertissement. Alors, parce que si c'est vrai, encore une fois, c'est vraiment l'histoire parfaite sur les ovnis, n'est-ce pas? C'est genre, ça a absolument tout. Donc, quoi qu'il en soit, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de tout ça. Et on se revoit pour la prochaine fois. N'oubliez pas, mes amis, n'oubliez pas, chaque jour est un véritable cadeau. Peace. Je suis entré dans la porte du hangar, et dans la porte du hangar se trouvait le disque, la soucoupe volante, sur laquelle j'ai travaillé. Je les ai vus poser là et nous sommes passés devant, il y avait un petit drapeau américain collé sur le côté, et j'ai pensé, oh mon Dieu, cela explique enfin toutes les histoires de soucoupe volante. C'est juste un chasseur avancé. Être à la pointe de cette technologie est si séduisant pour moi. Cela a violé beaucoup de ce que nous pensions être absolument impossible à transgresser. Ce projet visait à réaliser la rétro-ingénierie de l'engin extraterrestre et plus spécifiquement, il s'agissait d'essayer de le déconstruire pour comprendre son fonctionnement et voir si nous pouvions reproduire cette technologie en utilisant les matériaux dont nous disposons.
c'est un peu égal qu'il y ait des extraterrestres ou d'où ils viennent. Le plus important, c'est la technologie, et c'est ça qui me fascine.